Alors, cette réunion en cours, ouais. Je refuse. Salut Rachid, je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. Merci en tout cas pour le temps que tu me consacres et on va direct rentrer dans le vif du sujet et comme tu aimes dire, on va charbonner direct. Dis-moi Rachid, pour les personnes qui te découvrent, comment est-ce que tu te présentes toi en général? Alors déjà, salut à toi et c'est un grand plaisir de participer à ton podcast. Alors, déjà, tu m'as challengé en le faisant, parce que j'ai pas l'habitude de ce style d'interview. Donc, c'est cool. Comment je me présente? Euh, Moi, je me considère aujourd'hui comme un papa entrepreneur. Je suis papa de 3 petits bébés mariés et je me présente comme un papa entrepreneur qui fait le nécessaire pour s'en sortir et Mm. pouvoir mettre à l'abri sa femme et ses enfants et sa famille. Mhm, mhm. Donc, Ok. je Pas ne veux pensant. pas aller trop loin, ça sert à rien d'aller de s'éparpiller. Je pense que ça suffit. J'ai 31 ans, si ça peut aider les stats. Ok, cool. Et du coup, tu vois, j'aime bien poser une question un petit peu pour démarrer l'interview aussi un peu fun. Pour moi, en tout cas, je la trouve très fun, donc je la pose systématiquement. Qui est de savoir, voilà, si tu n'étais plus un pape entrepreneur, si tu n'étais plus Rachid, si tu étais quelque chose d'autre, un arbre, un animal, une couleur, une saison, que sais-je, un symbole, tu serais quoi et pourquoi, Rachid? Alors, j'ai une réponse multiple. Si j'étais un animal, je serais un lion. Alors, c'est pas dans l'ego, etc. C'est dans le rôle qu'a le lion dans sa communauté. Mhm. Il est là pour veiller sur sa communauté, pour la protéger et en même temps participer, bon, pas vraiment à la chasse, mais il met les moyens nécessaires pour ça. Et donc, c'est vraiment le côté leader et protecteur et qui veille à l'équilibre de sa famille. Il protège son territoire, etc. Si j'étais une couleur, je t'aurais dit bleu, mais je ne sais même pas pourquoi. C'est juste que moi, j'aime bien le bleu. Donc, par contre, si j'étais quelque chose ou un végétal, euh, j'ai envie de te dire deux choses. Je suis marocain, je bois beaucoup de thé. Et au Maroc, il y a deux choses qui sont importantes aux yeux du monde. C'est le thé et l'herbe. Tu vois. Donc je t'aurais dit la menthe pour faire un bon thé, parce qu'autour d'un thé, c'est un moment convivial et on se retrouve et on se détend. Et pour t'aider à te détendre au maximum, de l'herbe pour passer à l'étape supérieure avec le thé. C'est ça. Un Pourtant, bon je- mélange. pourtant, j'en, pourtant, j'en fume pas, hein. Mais je sais que ça aide. C'est des Et que ça a facilitateurs. même des bienfaits sur la santé. Mm. Excuse-moi. C'est des facilitateurs, c'est ça que tu veux dire, du coup, pour créer du lien. Exactement. Mm. Exactement. Moi, je Mm. suis quelqu'un de très humain et très cocooning. Mm. Mm. Ok, cool. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Ça m'évoque, en boutade, je sais pas, je t'imagine comme Mufasa, tu vois, du coup, dans Le Roi Lion, très comme ça, écoute mon fils, ceci est le cycle de la vie et tout ça. Donc je te vois assez bien là-dedans, ouais, effectivement, et avec ce côté bienveillant qui veut vraiment protéger sa famille et tout ça. D'ailleurs, c'est un peu dans ce style-là, en tout cas, voilà, d'échanges qu'on a eu aussi quand on s'est rencontrés. Donc, voilà, ça me parle assez bien également de voir le lien avec aussi Pape Entrepreneur. Donc, finalement, Exact. également. Euh, du coup, tu vois, la proposition du podcast, ça m'intéresserait aussi que tu nous racontes un peu plus ton histoire. Alors, tu la commences où tu veux, tu nous en racontes ce que tu veux et tu la finis Mhm. où tu veux. On a le temps. Et derrière, l'idée, c'est qu'après, on voit un peu, en fonction des histoires, tu vois, il y a toujours moi j'appelle ça des apprentissages de sagesse qu'on apprend de nos expériences de vie. Et donc, je trouverais ça intéressant, voilà, que tu nous partages ça à travers ton histoire. Avec plaisir. Et je voulais revenir sur l'animal parce qu'en fait, c'est pas moi qui l'a trouvé, c'est plutôt mon fils. Parce que mon fils me dit, papa, t'es comme un gros nounours ou un gros lion. On peut jouer, on peut rigoler ensemble, mais quand t'es énervé ou que quelqu'un t'énerve, tu deviens très méchant pour nous protéger. Euh, c'est la vérité sur de la bouche des enfants. Donc, je voulais juste te partager ça. Ça m'avait marqué quand tu me l'avais dit il y a quelques semaines. Par rapport à moi, alors, ça a été
la résilience, alors déjà, tu m'as challengé parce que en réalité, je ne connaissais pas réellement qu'est-ce qu'était la résilience avant que tu m'en parles, même si je la pratique et je la vis et voilà, on surmonte les épreuves, mais je ne savais pas que ça avait une définition concrète. Mhm. Bah, je ne connaissais pas, hein, je la connaissais pas en tout cas. Et donc, en fait, ça peut démarrer. euh, à quel moment moi j'en étais conscient que je faisais face à des épreuves? Ça a démarré dès mon plus jeune âge où mes parents, en fait, ils se sont séparés. Et moi, on a fini au bled. On est né en France, on a fini au bled. Et en fait, on a été confié à la famille. Donc là, trop petit pour comprendre ce qui t'arrive. Mhm. Par contre, en grandissant, bah, tu vois que ton papa, tu le vois 2 semaines dans l'année en été. Et ta maman, tu la vois jamais parce que bah, divorce, papa qui a gardé les enfants. Bref, histoire de famille. Donc là, dès le départ, bah, tu sens que l'environnement dans lequel tu grandis, c'est pas le plus approprié pour avoir une enfance assez équilibrée, assez sereine. Donc, je suis resté au Maroc jusqu'à 8 ans. Je suis parti, j'avais 1 an et demi, j'en ai remonté à 8 ans. Et de là, bah, ça a commencé toutes les petites épreuves qu'on peut utiliser en mode, tu sais, les galères financières. Mon père était ouvrier. Donc, ouvrier avec, je crois que c'était 6 000 francs à l'époque, le SMIC, 6 400 francs. Donc, tu vois, En euros, ça fait quoi? en C'est euros, c'est 1000 balles. C'est 1000 balles. C'est ouais. 1000 balles. À l'époque, c'était 1000 balles. Nourrir 3 enfants, payer un loyer, etc. Hmm. Mon père était joueur en plus de jeux, donc PMU, tout ça. Ça ne nous aidait pas vraiment. Et Mhm. donc, à partir de là, ben, tu vois les difficultés. Tu vois que le frigo fait ramadan toute l'année. Le concept du ramadan, normalement, c'est un mois. Là, il le fait toute l'année. Tu vois que ton père amène des caddies périmés du Resto du Cœur, mais on ne savait pas que c'était les Restos du Cœur. C'est quand on a grandi qu'on a su que c'était les Restos du Cœur, Mhm. etc. etc. Donc, je ne sais pas comment. Qu'est-ce que je peux te partager qui a été vraiment hardcore. Euh, Qu'est-ce que je peux te partager qui a été vraiment hardcore à mes yeux? Et tu vois, qui t'ait permis vraiment d'avoir une prise de conscience par rapport à, tu vois, là déjà avec ce que tu nous partages, tu vois, j'entends qu'il y a un début d'enfance, comme tu dis, qui est pas classique. Et du coup, j'aurais envie de voir, bah, ok, et ça, qu'est-ce que ça t'a appris justement par rapport à ton environnement, par rapport à la famille. Enfin, après, tu vois, je trouve, en lumière, en tout cas, le fait que d'autant plus important pour toi la famille aujourd'hui, puisque la tienne au démarrage de ta vie a été un peu, voilà, chamboulée. Est-ce que ça fait sens pour toi? Bien sûr, ça fait sens. Parce qu'en fait, alors, je kiffe mon enfance, hein. En aucun cas, je regrette tout ce que j'ai vécu et c'est ce qui m'a permis d'en être là aujourd'hui. À Mhm. partir du moment où je l'ai compris, parce qu'il faut du temps pour comprendre que c'est une réussite et C'est pas ça. un boulet que tu tires au pied. Et ça fait sens, et ça fait sens, et ça me permet de grandir. L'épreuve qui a été la plus. Les deux épreuves qui ont été les plus dures, donc j'ai grandi avec ma grand-mère et mon oncle. Mhm. Et l'épreuve qui a été la plus dure, les deux épreuves les plus dures, c'était le décès de ma grand-mère au départ, parce que c'est elle qui nous a élevés. Mhm. Même en France, elle est venue avec nous pour continuer à nous élever. Et Mhm. ensuite, le décès de mon oncle quelques années après, qui était Mhm. mon père d'adoption ou second, utilisons le terme qu'on veut. Et parce qu'il y avait toujours une envie, vu que le cocon familial, bah, c'était eux et pas juste mon père quand on est rentré en France, il y avait cette envie de leur prouver que j'étais capable, que j'étais pas juste tu sais, le petit garçon qui râle comme tous les petits garçons, quoi, qui veut juste jouer, râler. Et à fur et à mesure que tu grandis, tu veux leur prouver ça. Mais sauf qu'à 14-13 ans, bah, tu peux pas prouver grand-chose. À partir de là, j'ai compris que si je voulais ne plus vivre avec un manque de moyens, ne plus vivre avec des difficultés financières, ne plus vivre avec en fait, des loyers à payer qu'on avait, etc., bah, je devais commencer par moi-même à faire quelque chose. Mhm. Et donc, dès le jeune âge, bah, j'ai commencé à l'époque, c'était acheter et vendre des téléphones, nettoyer les voitures des voisins, réparer la voiture des voisins, parce que je faisais beaucoup de mécanique avec mon père. Je commençais à couper des cheveux, ce qui a fait qu'après, j'ai ouvert un barbeur, etc. etc. Et une étape supérieure qui m'a fait basculer, c'était en 2012, comme je me suis séparé de ma première. Ma, alors, c'était pas ma femme au niveau administratif, c'était religieux. Mhm. Quand je me suis séparé d'elle, j'ai compris qu'en fait, là, je venais de vivre une épreuve de ouf parce que pendant quasiment 5 ans, j'étais tiré que vers le bas et j'étais juste la vache à lait, Mhm. tu vois. Et donc, en fait, il n'y avait pas du tout d'avenir.
Donc, il était impossible pour moi de construire quoi que ce soit. Moi qui kiffe l'immobilier, qui kiffe le business, etc., je ne pouvais rien faire parce que pendant 5 ans, j'étais juste une vache à lait qui achetait voiture, voyage, etc. Ça peut paraître rien, mais 5 ans de sa vie à tourner en rond et de ne rien faire, pour moi, ça a été énorme. Je ne les regrette pas parce que c'est ce que ça m'aide toujours à me construire, à avancer. J'aurais voulu juste que ça dure 5 ans, que ça dure peut-être que 6 mois ou un an. Par contre, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je suis hyper proche de ma femme et je suis hyper dans la génération d'argent et dans l'investissement de l'argent. Et, par rapport à mon passé avec mes parents et mon oncle, etc., je suis hyper famille. Ça m'a conditionné pour être hyper famille, en fait. Mmh mh, Et mmh j'ai mh. même cru pendant des années que ma valeur première était la famille, Mmh. parce que ça m'a conditionné. Parce que quand tu vois pas ton père ou que tu as pas d'activité avec ton père, bah, tu te dis: «Non, un bon papa, il doit être là pour ses parents. Un bon Mmh. papa, il doit pas être agressif, il doit pas donner de fessées» et cetera, et cetera, et cetera. Alors que c'est du bullshit, c'est juste que j'avais pas compris les bénéfices pour moi d'avoir vécu ça. Mmh. C'est ça. Et donc du coup, c'est intéressant parce que tu vois avec, avec ces différentes expériences-là, effectivement, tu as du coup, parlé de valeurs, donc pour les personnes qui voilà, qui sont pas familières avec, avec ces notions-là, effectivement, on dit souvent que les valeurs sont un peu comme, le négatif. Enfin, le négatif, je parle, en termes photographiques, hein, je parle pas de positif, négatif, bien, mal, hein, c'est pas ça. Mais qui sont un peu comme, le vide perçu, comme on dit, de justement de ce qui s'est de tes expériences passées, on va dire ça comme ça. Donc du coup, je vois que, ouais, la famille, pour plusieurs raisons, c'est dans ton top un. Il y a pas top un, 2, 3 peut-être? Et effectivement aussi cette notion, tu me parlais de génération de ouais, génération d'argent, en tout cas d'avoir, enfin, voilà, tu bien justement investir et faire en sorte que, bah, de trouver des moyens pour pouvoir, tu parlais de protéger ta famille tantôt, bah, j'entends qu'il y a cette notion aussi de sécurité financière, tu vois, qui est quand même, au centre de ce que tu fais et de ce que tu es aujourd'hui, non? Bien sûr, parce que chacun d'entre nous a un vécu spécifique et compliqué ou pas, et cetera. Mmh. Mais moi, pour moi, ça a été vraiment hardcore de voir que, bah, qu'en fait, c'est pas symbolique, c'est pas une image, c'est une réalité, que voir que le frigo faisait ramadan toute l'année, qu'en rentrant de l'école, bah, tu mangeais un pain mayo ou autre. C'était waouh, tu vois? Au début, c'était marrant parce que voilà, tu es petit, tu as 10 ans, 12 ans, 14 ans, tu crois que c'est normal et après tu commences à grandir, tu te dis: «Merde, mais en fait, on est pauvre, Mmh. on est en galère, on n'a rien là, on fait rien, on pas de vacances, pas d'habits». Rien, rien, il y avait pas d'anniversaire, il y avait rien. Des fois, quand je parle avec mon fils, il me dit: «Papa, je veux ça, je veux ça». Le plus grand, il a 4 ans et je lui explique: «Mais tu sais, rien n'est dû dans la vie». Je dis: «Mais quand tu étais petit, papy aussi t'achetait». Je dis: «Non, je te rassure, papy, il achetait rien, il avait pas d'argent». Mmh. Moi, j'avais pas de jouets, j'avais pas de jeux, j'avais rien et c'est en grandissant que j'ai compris qu'en fait, j'étais juste pauvre. Mmh. Donc j'étais pauvre émotionnellement, parce qu'il y avait pas d'équilibre familial, mais j'étais pauvre aussi financièrement parce qu'on n'avait pas d'argent Mmh. et que c'était les Restos du Cœur qui nous remplissaient le caddie. Et Mmh. c'est là, en fait, j'avais 2 possibilités. Soit rester dans ce schéma-là, parce que mon père a voulu me guider pour être aussi ouvrier, faire de la mécanique. J'ai fait un bac, et cetera, mécanique jusqu'au BTS. Et voulait que je rentre dans ce schéma d'ouvrier, de voilà, classique. C'est pas péjoratif, hein, mais classique. Mmh mh. Mmh. Et pour moi, ça a été non, parce que je me souviendrai toujours d'une discussion que j'avais eue avec mon père. Je vais pas te dire de bêtises, je devais avoir 18, 19 ans. Et en fait, on était chez ma sœur qui venait de se marier d'ailleurs avec son mari, et cetera. On faisait un repas de famille et là, on parle et moi, je venais d'avoir une proposition par rapport à mon stage que tu fais en bac, et cetera, de m'embaucher à l'été. Puis elle m'a dit: «Écoutez, le gars, en plus, c'est un malin, il a été voir mon père, il a vu que mon père était hyper autoritaire. Mmh. Ah, écoutez, nous, on le garde, il va gagner 1 200 €». Je gagnais plus que mon père, tu vois? Ouais. Donc automatiquement, bah, le papa, il te dit: «Tu gagnes plus que moi, tu veux quoi de plus?» 1 200 €, en plus, il peut évoluer, et cetera et je me souviens qu'en discussion, donc mon père l'a sorti en mode, il était fier, tu vois? Mmh. Et moi, en fait, à force qu'il en parle, je lui dis: «Non, en fait, je veux pas faire ça moi, ça m'intéresse pas d'être, mécano ou toutes ces choses-là». On est rentré dans un débat et en fait, je lui dis qu'en fait, moi, dans ma vie, je veux qu'à 30 ans, si je veux acheter bah, à l'époque, j'étais fan de BM, si je veux acheter une BM, je peux me l'acheter. Si je veux partir en vacances toute l'année, je peux. Je veux pas vivre, au SMIC et je veux pas être ouvrier. Bon, mon père qui était ouvrier et on était pauvres, automatiquement ça passe mal
Et derrière, le débat s'enflamme et je me mange une sacrée gifle en public, à peu près à 19 ans, devant toute la famille. Et là, j'ai compris qu'en fait, si je restais dans le schéma que mon père avait imaginé, j'aurais une vie, entre parenthèses, de merde, de galérien. C'est pas péjoratif, c'est ce que ma vie, mon enfance fait C'est ta que. perception, ouais. Mhm. Ouais, c'est ma perception. En aucun cas, je juge ceux qui sont au SMIC. J'ai été très longtemps au SMIC. Et là, je me suis dit, ouais, non, en fait, je suis obligé de passer l'épreuve du contre les parents. Parce que si je restais dans le schéma classique de mon père qu'il avait pour moi, j'aurais eu que des galères financières. Parce que je Mhm. considère qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 3 enfants et une femme. Euh, on peut pas vivre avec 1200 balles ou même 2000 balles. Vivre, je parle bien du terme vivre. Mhm. Et là, ça a été le déclic pour moi de me dire, OK, bah, écoute, si tu ne te sors pas le bras du cul, euh, toute ta vie sera juste une épreuve. Si tu ne surmontes pas le conflit avec ton père et que tu ne vas pas de l'avant tout seul, tu ne prends pas tes décisions tout seul, tu ne pourras pas avoir la vie que tu veux. Et tu vas devoir subir toute ta vie. Mhm. Et du coup, qu'est-ce qui t'a, enfin, ça a été quoi le premier pas? Ça m'intéresserait que tu partages justement. Bah, donc, il y a cette altercation, on va dire ça comme ça, avec ton père qui te dit, bah voilà, tu seras oublié, mon fils, ou voilà, ou rien d'autre. Donc, en gros, et le moment où tu lui dis, non, bah non, je vais pas faire ça, et tu décides de faire quoi alors à ce moment-là tu vois, tu dis, bon, bah je vais. Enfin, tu disais, tu faisais des travaux de mécanique et des choses comme ça mais j'imagine que c'était pas, allez, c'était pas quelque chose encore de stable. Et comment tu en es venu à faire ce que tu fais aujourd'hui? En fait, à 18-19 ans, j'étais déjà avec l'ancienne personne et en fait, j'ai décidé de partir de la maison déjà. Hmm. Tu vois, je me suis dit, là, en fait, j'aime mon père, j'espère que tout le monde aime son père et sa mère, mais j'aime mon père et dans notre culture, les parents sont extrêmement importants. Mhm, mhm, Quoi qu'il arrive, on les respecte. Après, ça, c'est culturel et c'est dans l'islam. Alors, je considère que ça devrait être normal. C'est encore une fois, c'est ma perception. Donc, en tout cas, en fait, à partir du moment où je savais qu'on n'était plus du tout alignés et qu'il allait y avoir beaucoup d'altercations entre nous, parce qu'un pseudo-adulte avec son père qui est quasi retraité, euh, le conflit générationnel, il allait être hardcore. mhm, mhm, Donc, j'ai décidé de partir et prendre un appartement. Donc, ça, c'était le premier point. Et mhm, derrière, en fait, au lieu de m'arrêter à un bac, ben, j'ai continué en BTS, j'ai continué en licence et j'ai continué en master management stratégie d'entreprise. Je ne l'ai pas fini parce que là, pas de l'argent m'a appelé et je voyais que les études ne m'intéressaient plus. Et en parallèle, en fait, je commençais à acheter et vendre des voitures. Parce que tu sais, à force de couper des cheveux et de réparer les voitures des voisins, bah, tu commences à amasser un peu d'argent. Et j'ai commencé tout simplement avec 500 euros. J'ai acheté une voiture, je l'ai réparée parce que j'étais dans la mécanique. Je l'ai réparée, je l'ai revendue 3000 de mémoire. J'ai acheté une autre à 3000, j'ai revendu 6000 et j'ai commencé à monter. Et voilà, et progressivement. Sauf qu'à ce moment-là, comme je te dis, j'étais avec quelqu'un d'autre qui me bouffait en fait tout ce fric. Parce que mhm, c'était vacances, c'était à billes, c'était sorti, etc. Et donc, la deuxième épreuve, encore une fois liée à la famille, c'est que moi, au bout de 3 ans avec cette personne, je savais que c'était plus la bonne. On mhm, n'était plus alignés. D'accord. Sauf que la famille, tes frères, tes sœurs, tes proches, etc., essaient de te convaincre que si, t'inquiète pas, ça va s'arranger, vous êtes encore jeune, c'est normal, mais vous allez, voilà, l'amour, ça se travaille, bref, toutes les histoires de bullshit pour te zinguer ta vie. Et donc 2 ans plus tard, au bout de quasiment de 5 ans, en fait, bah, je suis au Maroc en vacances avec elle d'ailleurs, et des amis. Et là, en fait, à peine arrivé au Maroc, déjà, avant de partir au Maroc, pour moi, c'était fini. Mon père m'a dit, viens quand même au Maroc avec elle, et tu verras en vacances, ça va vous faire du bien, vous allez couper, etc., ça va vous faire du bien. Mais une fois arrivé au Maroc, je dis, écoute, c'est ce qu'on fait en fait. Au bout de 2 jours sur place, je dis, écoute, nous deux, on ne peut plus être ensemble. On n'est plus du tout les mêmes. J'avais loué une villa, etc. Je te la laisse avec les amis. Moi, je pars tout seul de mon côté. Je n'ai pas besoin de ça. Et à partir d'aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Donc, chacun a fait ses vacances de son côté. Une fois rentré en France, j'ai pris un nouvel appartement en 2012 et j'ai laissé tous les meubles. Le passé, je ne le veux plus. J'avais cette croyance qu'il fallait couper avec le passé. C'est mhm, vraiment là, depuis 2020-2019, que j'ai compris qu'en fait, non, le passé est vraiment une force et en aucun cas à bouler. mhm, Et donc là, l'épreuve a été de, encore une fois, passer au-dessus des dires de la famille, des proches et de leurs croyances et de rebondir suite à une faillite financière. Parce qu'en 2012, j'ai fait faillite. J'avais mhm. plus rien. Je repartais vraiment De zéro, ouais. à cru. Je partais à blanc, quoi. Tu vois, je partais à poil. Il n'y avait plus rien. Tu vois, c'est clairement le mot. Tu vois. Et donc là, ben, tu reprends. Heureusement, je t'en CDI dans une boîte. J'étais gérant de 2 garages d'ailleurs.
Et c'est ce qui m'a aidé financièrement à passer du découvert. J'étais à plusieurs milliers d'euros, pour pas dire dizaines, de découvert dans la banque. Parce qu'il fallait prendre l'appartement, parce qu'il fallait, meubler un petit peu un minima pour vivre dedans, hein, un frigo, une cuisine, un lit, tu vois? Un minima pour vivre dedans et donc j'ai vécu quasiment 6 mois sur un canapé, Mmh. tu vois? Pas de télé et un petit frigo, tu sais, le petit frigo à 80 balles, l'électrodépôt là, tu vois? Où tu fais tes courses pour, tu crois, la semaine, mais au final, au bout de 2 jours, bah, tu dois retourner aux courses parce que vu qu'il y a plus de place, tu vois? C'est ça. Voilà Ouais. et donc à ce moment-là, j'aurais pu rentrer dans une phase de surtout qu'au travail, mon patron, on s'entendait plus automatiquement. Je générais 500 000 € par mois de CA, et au final, j'étais hyper mal payé, quoi. Je gagnais 2 500 €, ce qui peut paraître énorme à 22-24 ans, mais pour moi, c'était rien du tout, sachant j'étais gérant du garage, je connaissais les chiffres, je Mmh. savais ce qu'on faisait au garage, surtout depuis que je suis rentré dedans. Et donc au final, ben, je me suis fait licencier, j'ai été au prud'homme et tu vois, j'étais dans une situation où séparation, faillite personnelle, surendetté, licenciement. Donc au chômage, je crois que je touchais 1 400-1 500 balles. Ça peut paraître énorme, mais quand tu es en galère financièrement, c'est rien. Mmh. Plus d'épargne, plus rien et la seule chose qui me restait, c'était une BM. C'était ma dernière voiture que j'avais achetée. J'avais été au Maroc avec. C'est tout ce qui me restait et au final, bah, j'avais 2 possibilités, en fait. Soit rentrer dans une pseudo-dépression, soit devenir un assisté de la France. Mmh. C'est pas péjoratif, mais voilà, je déteste ça. Et en fait, bah, j'ai tout simplement vendu tout ce que je possédais. Mmh. Tu vois? Pour moi, c'est un échec quand tu fais ça. Quand Mmh. tu travailles pendant des années et que tu dois vendre ce que tu as construit, pour moi, c'est un échec. Et je l'ai vraiment pris comme un échec. Et à ce Mmh. moment-là, ça m'a boosté. Mais tu vois, Son Goku, quand il se transforme en Super Saiyan bleu, là, tu vois? Bon, l'ancienne génération, les 60 ans, peut-être comprendront pas trop, mais ceux qui ont entre 20 et 40 ans comprennent de quoi je parle. Et je crois que c'est l'infini ou l'infinity, bref, je sais plus. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vendu tout ce que j'avais. J'avais un iPhone 4, j'avais un iPad, j'avais une montre, Mmh. j'avais ma BM. J'ai vendu tout ce que j'avais pour réinvestir dans les voitures à fond. Ce qui fait qu'en l'espace, bah, je t'ai dit, pendant 6 mois, je dormais sur le canapé. Mais en l'espace de 2 mois, à partir de décembre, parce que j'ai déménagé en décembre 2012, en février, j'avais comblé mes dettes déjà. J'avais Mmh. déjà plus de dettes. Donc, j'avais Ah, aux c'est alentours de la 12-13 000 € de dettes. Voilà, j'ai effacé ma dette. mmh. Pendant les 4 mois qui restaient, j'ai continué à travailler avec mon argent. Et ce qui fait que 6 mois après, bah, de quasiment juin 2013, j'ai pu meubler l'appartement, j'ai pu enfin avoir une vie classique et, heu, et repartir sur de bonnes bases et un équilibre financier, plus de dettes. Bon, j'étais au chômage, mais je comptais plus redevenir salarié, ça m'intéressait plus du tout. Et, heu, et je repartais même avec quelqu'un d'autre, parce que en parallèle, je venais de rencontrer une autre fille qui est aujourd'hui ma femme. Mmh mh. Mmh. Mmh. D'accord. Et je sais que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé énormément. Je ne sais pas ceux qui vivent des problèmes de ouf. Moi, je sais qu'avoir rencontré ma femme actuelle, ça m'a aidé parce que j'avais un soutien de ouf et on partageait la même vision. Mmh. L'argent, on le voyait comme un outil. L'argent, on n'était pas là pour le gaspiller, mais là pour l'épargner et le réinvestir pour notre sécurité. On avait cette projection de créer une famille, on avait cette envie d'aller plus loin et pas juste de consommer comme des abrutis à gogo. Et, et c'était parfait. Mmh. Mmh. Et ça me parle assez bien cette notion, tu vois, souvent dans la justement dans la résilience, un des paramètres qui peut favoriser cette capacité à rebondir après un coup dur, ou un coup mou selon, selon les préférences. Il y a vraiment cette notion de soutien, comme tu parlais de lien. En fait, ça te donne, la niaque. Il y en a que ça va être, bah, voilà, leur femme ou leur mari. Il y en a que ça va être leur enfant. Souvent, on entend ça des parents qui disent: «Ah mais ça, je fais ça pour mes enfants». C'est des choses qui en tout cas, ouais, poussent les personnes, donnent une raison, j'ai presque l'impression, à se dire: «OK, là, en fait, j'ai, j'ai l'énergie du Super Saiyan en moi et je vais tout déchirer voilà, pour pouvoir, bah, ce que pour toi, ce qui était important, c'est vraiment donner cette, sécurité financière et cette stabilité aussi, voilà, à tes enfants, à ta femme, enfin, à ta famille de manière, générale, j'entends. Donc,
Ok. Et donc, du coup, en fait, comment t'en es arrivé? Parce que là, donc, tu reconstruis, on va dire ça comme ça. Tu reprends à zéro en 2012, c'est ça? Et tu reconstruis petit à petit. Et aujourd'hui, on est en 2021. Donc, où t'en es là maintenant par rapport à ce temps-là? Je suis blindé. Mais je voulais te partager autre chose parce que c'est Allez. important pour moi et je pense que je ne suis pas le seul à vivre ça et je pense qu'il y a des gens qui vivent même plus dur, plus hardcore. Mon cas n'est pas exceptionnel. Euh, Mm. Moi, ce qui m'a marqué dans ma situation, tu sais, quand tu es fils d'immigré, tu as la carte d'identité française. Il n'y a aucun souci sur ça. Tu vois, la carte, je l'ai. Pourtant, malheureusement, je ne suis pas considéré par beaucoup de monde comme étant français. Voilà. Bien, bon, je sais que la vidéo ne sera pas utilisée, mais tu vois, ça c'est juste un papier. Mhm. Le passeport français, c'est juste un papier. Dans la réalité, quand tu es immigré, africain, etc., même maintenant les gens de l'Est, bah, dans la réalité, quand tu veux charbonner, quand tu veux créer du business, quand tu veux péter les scores, je use beaucoup ce terme, bah, tu es freiné, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais plus être salarié. Mm. Parce qu'en fait, je voyais que j'étais freiné. Quoi que je fasse, j'ai été freiné. Quand Mm. j'ai voulu monter mon business en 2013 de voiture, euh, je voyais qu'en fait, j'étais freiné parce qu'il y avait un Rachid. Tu vois, mon nom de famille, c'est l'Aïssel. Ça fait un peu allemand, un peu. Voilà. Donc, ça passe crème. Tu vois, c'est pas un Boubac Perlusion. ou. Tu vois, je critique pas mes amis qui ont ces noms de famille très typés. Mais j'avais cet avantage. Par contre, derrière Rachid, c'est hyper agressif à la prononciation, tu vois, le Rachid, ça te maintient. Et malheureusement, derrière, ben voilà, j'ai eu des trucs de ouf. Par exemple, quand je louais l'appartement, il faut savoir que quand je louais l'appartement, j'étais en CDI, j'étais gérante de garage, donc c'est pas rien. Tu vois, j'étais en faillite personnelle, mais j'étais gérante de garage parce qu'on venait de me débaucher parce que j'avais tout laissé à l'autre, quoi. Même l'argent sur le compte, j'avais tout laissé parce qu'en fait, je voulais plus rien entendre. Pour moi, c'était quelque chose vraiment à supprimer. Les 5 ans là, je voulais plus les voir et je voulais plus avoir de retour. Je voulais pas qu'on vienne me chercher plus tard. Même Mhm. si derrière, je m'étais relancé dans les voitures, j'avais acheté des Jaguars, etc. On venait me les rayer devant la maison. Mm. Bon, il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait une raison de me rayer mes voitures. Tu vois. À chaque fois que j'ai acheté une voiture, elle finissait rayée de partout. Tu vois. Ça m'arrivait 3 fois, j'ai compris qu'il fallait plus stationner les voitures devant la maison. Euh, Ce que je voulais te partager, c'est que je ne sais plus ce que je voulais te partager. J'ai perdu le fil. On en était au moment où je te disais ben, quel est le bond qu'il y a eu entre 2012 et 2021. Et là, tu m'as dit, ah bah attends, je voulais, j'imagine, revenir en arrière. Voilà, en fait, je voulais revenir en arrière sur ça parce que, en fait, quand tu es fils d'immigré, quand tu es pauvre, en tout cas, tu veux prouver à toi, à ta famille, au monde, que on peut te mettre autant de sacs à dos sur le dos. Et je vais te prendre l'image de koh, tu vois, quand tu arrives à une épreuve, que ceux qui te détestent ou considèrent que tu es le plus fort, qui ne veulent pas que tu gagnes, ben, on va te charger de sacs, de challenge. Ben, en fait, que tu peux y arriver, tu vois. Et ça a été vraiment ça. On m'a chargé de sacs, on m'a fait galérer, on m'a bloqué administrativement. Je vais te raconter une autre histoire avant de passer à 2012. Quand j'ai ouvert mon premier barbeur, j'avais ouvert un fast-food et un barbeur en 2014, 2013 et 2014. Et mon barbeur, quand je l'ai ouvert, bon, déjà, l'administration a beaucoup de problèmes, parce que bah, les barbeurs, en général, c'est les Africains ou les Turcs ou des barbeurs. Et c'est pas une image que je donne de la France, c'est une réalité. Mhm. Parce que beaucoup de gens me disent non, mais c'est faux. Si, c'est vrai. Parce que celui qui te dit faux, en général, soit il est blanc, soit il s'appelle Michel, et automatiquement, tu n'as pas les mêmes problématiques. Bon, en tout cas, dans les quartiers, quand tu ouvres un barbeur dans une ville assez typée, malheureusement, l'administration qui n'est pas de cette ville, parce qu'automatiquement, elle est rattachée aux préfectures, etc., va plus te bloquer. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai vécu. Et j'espère, Mhm. et en tout cas, j'ai cette croyance et cette confiance que c'est pas la même chose dans toute la France pour tout le monde. Mhm. Bref, et au final, j'ai ouvert un barbeur. Et au bout de 4 mois, et ça a été une épreuve de ouf. Au bout de 4 mois, je venais à peine d'être présenté à ma belle famille pour faire ma demande. Et elle a été acceptée, sinon je ne serais pas marié, parce que c'est dans notre culture, ça. Mhm. Bah, au bout de 4 mois, j'étais fier parce que je venais de lancer mon business de voiture en mode officiel, etc. Je venais d'ouvrir mon barbeur, etc. Au bout de 4 mois et 2 jours qu'on venait de me présenter la belle famille, on m'appelle un soir à 3h30 du matin. Et donc, tu ne réponds pas. C'est logique, tu vois, ton téléphone il est en silencieux, tu ne vois rien. Je me réveille à 7h. Je vois que j'ai au moins 200 appels en absence.
plus de 300 SMS, Messenger, etc. Et on m'envoie même des vidéos qui me prouvent que mon barbeur était incendié. Ouch. Tu vois? Et ça, vraiment, c'était une aussi des épreuves les plus hardcore. Parce que tu te dis, bah, pas de crédit. L'ancien barbeur, je l'avais acheté cash. La rénovation à l'intérieur que je venais de commencer, je l'ai payé cash grâce aux sous des voitures que je venais de faire, etc., etc. Créer une équipe. Moi, je travaillais dedans au début parce que je kiffe ça. Je kiffais ça à l'époque, faire les barbes, les cheveux, etc., les coupes tendance. Et donc, en fait, quelqu'un venait de me briser un truc que j'avais des années dans la tête que je voulais faire, que je venais de payer comptant, zéro crédit, rien du tout. Au bout de 4 mois, venait de l'incendier, mais total. C'est-à-dire, honnêtement, si je te montrais les photos, c'était méconnaissable. C'était carbonisé, en fait. Il y a même eu la famille du dessus qui a failli décéder. La mère et ses 2 filles en bas âge ont failli décéder si le voisin d'à côté n'a pas été fracassé la porte pour la réveiller. Sinon, elle serait morte. Et ça a été hardcore. L'image marquante, c'est que le jour même de l'incendie, j'ai même été convoqué chez la police par rapport à ça. Ben, les gens m'ont vu assis sur les barrières devant mon barbeur incendié, en train de rigoler avec les gens qui venaient m'interpeller. Et en fait, j'ai été convoqué par la police parce que, alors, officiellement, pour savoir si j'étais bien assuré, qu'est-ce qui se passait, j'avais des trucs. Officieusement, c'était pour voir si c'était pas moi qui l'avais incendié parce que ma réaction était trop zen. Ok. Ça, je l'ai su plus tard. Parce qu'un des policiers a côtoyé le barbeur pendant X années une fois qu'il a été rouvert et il m'a dit en fait tu sais que le jour même quand il y a eu l'incendie et qu'on est passé plusieurs fois et qu'on te voyait rigoler etc avec les gens de la mairie, avec tes clients, avec ta famille parce qu'ils sont venus te voir etc sur place parce que j'avais passé toute la journée hein, à partir de 7 heures j'étais là-bas jusqu'au soir et il m'a dit en fait on trouvait ça bizarre donc déjà tu as un maghrébin, tu as un business, on te le brûle et toi tu es là tu rigoles. Donc c'était trop bizarre que tu rigoles alors qu'on va te cramer ton business. Et je lui expliquais en fait, le truc c'est que si je me mettais en position victime et je rentrais en dépression, mais ma vie elle est finie en fait. Et les gens qui ont fait ça, ils ont gagné. Et je suis un mauvais perdant. Je ne peux pas laisser gagner quelqu'un. Je suis hyper mauvais perdant, tu vois. Et donc un an après, on a rouvert le barbeur, on a plié le game. Et après, malheureusement, ben, les salariés, etc., font que j'ai arrêté, j'en avais marre. Et ça, c'est pour faire la petite transition jusqu'à 2021. Vite fait comme ça. Et puis par rapport à 2021, bah, ce que j'ai fait, c'est que derrière, ben, je voulais toujours investir dans l'immobilier depuis que j'ai 20 ans. Mon père, encore une fois, m'a toujours freiné, achète juste ta maison, c'est déjà bien. Regarde, on te demande dans les garages, on te demande même au Luxembourg, prends un bon travail, gagne bien ta vie. Si tu gagnes déjà plus que moi, c'est déjà énorme. Achète ta maison, construis-la. Achète ta voiture, parce que j'étais avec quelqu'un, achète ta voiture, fonde ta famille. C'est déjà une belle réussite. Et moi, je lui disais non, comme je t'avais expliqué à 18-19 ans, je dis non, moi, ce que je veux, c'est qu'à 30 ans, si je veux chez BM, bah, je peux acheter une voiture neuve sans me poser de questions. Si je veux partir un an en vacances, je peux le faire. Ce qui était impensable dans une croyance d'immigré qui a galéré pendant 40 ans en France, tu vois. C'était impossible que tu C'est puisses un faire rêve. ça, tu vois, parce que il faut savoir que les études prouvent que tu as besoin de 5 générations pour passer de pauvre à riche. Et là, aux yeux de mon père, on pouvait le faire en une seule fois, ce qui était techniquement impossible. Si déjà tu faisais mieux que lui, c'était déjà super. C'est ça. Et au final, bah, c'est ce que j'ai fait. Ce qui fait qu'à 30 ans, et ça, mon père a eu du mal à le comprendre, à 30 ans, bah, aujourd'hui je suis 31, mais à 30 ans, j'ai atteint mon objectif de si je voulais une voiture neuve, je pouvais me l'acheter. Si je pouvais couper un an, je peux couper un an. Et pour moi, je ne vais pas te parler d'argent, te parler de somme, parce que j'en ai rien à foutre et c'est pas important. Parce que tu peux avoir le million et être malheureux et avoir juste 2000 euros par mois qui tombent en automatique et être super bien dans ta vie. L'argent est juste un outil à mes yeux et en aucun cas la finalité de la réussite. Et pour moi, c'était important de pouvoir avoir un équilibre dans ma famille. Mais pour avoir un équilibre familial, tu ne l'as pas avec de l'eau et un bout de pain. Tu as besoin d'un minimum de confort chez toi. Tu as besoin d'un minimum de matériel pour tes enfants et pour ta femme et pour toi. Et tu as besoin d'un minimum de culture, d'ouverture au monde, donc de voyage, etc. Et ça, juste l'amour et de l'eau fraîche, j'ai pas essayé. Hein. Parce que je savais que c'était du bullshit, mais c'était ceux qui sont trop restés sur la menthe et la bœuf. Mais je savais que ça marchait pas, tu vois.
Et à partir de là, j'ai charbonné. En 2016, on a voulu avoir un enfant avec ma femme. Elle est tombée enceinte. Et la vie fait que le mektoub, le destin, tout ce que tu veux, le karma, fait que l'appartement d'à côté d'une autre, dans l'immeuble d'à côté, était à vendre. Et là, j'ai dit à ma femme, c'est le moment de le prendre, tu vois. Là, on a tout ce qu'il faut pour acheter, on a les moyens, on a tout ce qu'il faut. Même si on démarre de zéro, hein, je ne gagnais pas un truc de ouf à ce moment-là. Et là, c'est le moment, en fait, d'y aller. Bah, pour te dire, à ce moment-là, je ne gagnais même pas le SMIC. Parce que je me faisais un micro-contrat dans mon business, parce qu'on venait de rouvrir, parce qu'on a ouvert un an après, donc milieu 2015. Tu vois, donc financièrement, il ne fallait pas trop tirer sur la corde. Là, c'est le moment d'acheter parce que tu es enceinte. Moi, tous les toits que j'avais au-dessus de la tête, c'était que de la loc. À part quand j'étais bébé, c'était dans la maison familiale de mon père avec ses frères, etc. Mais c'était pas the maison, on n'était pas au bord de mer, quoi. C'était pas un truc de ouf. On était 30 dans une baraque de 90 mètres carrés, tu vois. Donc, voilà. Là, c'est le moment de nous mettre à l'abri, d'acheter minimum un petit toit. Par contre, on va pas y vivre, on va l'acheter pour faire de l'argent. Donc, j'ai dû batailler déjà avec madame pour qu'on assimile bien le process de acheter et de revendre. Donc, j'ai de la chance, c'est que madame est assez ouverte d'esprit et avec multitude d'études de cas, ça rentre. Tu vois. Donc, on a réussi à le faire. On a acheté ce bien, on l'a revendu. Derrière, ça nous a aidé à répéter les opérations. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si je te prends le terme youtubeur, je peux me considérer comme rentier de l'immobilier. Personnellement, je ne me considère pas comme rentier de l'immobilier encore. Parce que j'ai un objectif chiffré personnel. Tu vois, pour moi, quand tu gagnes 1000, 2000 euros avec l'immobilier en automatique, tu n'es pas rentier. Ça ne suffit pas pour vivre une vie sereine. La barre, c'est plutôt 5, 6, 10 000 euros par mois. Là, je me considère rentier. En dessous de 5 chiffres, pour moi, tu n'es pas rentier. C'est mon point de vue. C'est ta perception, ouais. C'est ça. C'est ma perception. Ta définition d'être rentier, ouais. Voilà. Et parce que pour moi, en tant que pape entrepreneur, etc., ma priorité, c'est l'équilibre familial et la sécurité de la famille. Et 1000, 2000 euros par mois, ça ne suffit pas à l'équilibre de la famille. Je l'ai vécu, les galères, hein, la voiture tombe en panne, j'ai des biens immo, donc si ça se casse la gueule, il faut continuer à les payer, il faut les réparer. Et avec 1000 ou 2000 euros, tu ne peux pas te prémunir contre les surprises de la vie de tous les jours. Récemment, j'ai eu un membre de ma famille au Maroc qui a eu une maladie assez lourde. Et au Maroc, il n'y a pas de sécu. Ils sont en train à peine de la faire, donc il n'y a rien. Et donc, soit tu as de l'argent et tombe pour toi, et tu peux te faire soigner, soit tu n'en as pas et tu crèves. Et donc, tu vois, l'outil argent m'a servi à payer toutes les interventions. On en a subi 3. M'a servi à payer toutes les analyses, tous les tests, toutes les nuits à l'hôpital, toutes les prestations. Pour nous, c'est rien ça, parce que c'est les gars qui charbonnent qui le payent pour tout le monde. C'est la Sécu automatiquement qui le paye. Dans les pays en voie de développement tels que le Maroc, même aux États-Unis, c'est toi qui le payes tout seul en fait. Et donc pour nous, avoir une infirmière qui vient à la maison, tu vas même râler à la Sécu, dire mais pourquoi elle n'est pas venue? Moi je veux une infirmière qui vient chez moi, machin. Ça nous paraît normal. Dans les pays en voie de développement, même dans l'Est de l'Europe, tu le payes de ta poche ça. Et si tu ne peux pas le payer, automatiquement, l'infirmière ne vient pas et tu n'as pas de soins chez toi. Et vu que tu ne peux pas te déplacer parce que tu es alité, soit tu as une infection, soit tu vas finir par crever, en fait, tout simplement. Et donc, ça m'a coûté plusieurs milliers pour subvenir à ça. Mais on s'en fout de la somme. L'image que je veux donner, c'est que y a beaucoup de gens qui sont contre l'argent. L'argent, c'est mal. L'argent, ça pourrit les esprits. L'argent, c'est contre. Moi, à mes yeux, l'argent, c'est ce qui me permet de vraiment prendre soin de ma famille, de les mettre à l'abri. Et c'est ce qui fait qu'à 2021, je continue à faire de l'argent. Et pour moi, l'année 2019, ça a été une putain d'année. Je pensais que ça serait l'une des meilleures de ma vie. Au final, 2021, ça a été une année, et 2020, ça a été une année de ouf. Et là, je démarre 2021, mais j'ai même pas idée de ce qui va arriver en décembre parce que c'est un truc de fou ce qu'on est en train de faire, tu vois. Ouais, c'est assez intéressant effectivement de voir du coup l'évolution. Donc du coup, c'est vraiment ça part de cette envie justement au départ de prouver finalement que tu peux rebondir, faire face et tu as quand même dans ton parcours tu parlais de faillite personnelle, de faillite d'entreprise, etc. Et à chaque fois, tu repars tu reprends ton chemin, on va dire ça comme ça, tu reviens dans les rails, coûte que coûte, parce que c'est trop important pour toi. Du coup, ce serait quoi justement ton idéal en fait? C'est pourquoi en fait
qu'est-ce qui t'anime profondément et qui te donne cette énergie de toujours te relever à chaque, ouais, à chaque coup dur, quoi? L'une des choses déjà qui m'anime, c'est déjà moi-même. Parce que étant petit, jusqu'au bout de l'école, hein, j'ai toujours été que dans la moyenne. À partir du collège. Avant le collège, je faisais partie des top 3, surtout que je venais d'arriver en France. Je faisais partie des top 3 de ma classe parce qu'en mathématiques et en sciences, j'étais une machine. Les Arabes, ils ont inventé les chiffres, soi-disant, tu vois. Donc, on va dire que c'est facile. Mais plus sérieusement, je kiffais les maths. C'est bizarre. On a un problème avec les maths. Mais je kiffais les maths. Et donc, automatiquement, en primaire, etc., je faisais partie du top 3. Alors que je savais à peine dire oui, bonjour. Avec un accent de blédard, tu vois, là, Gad Elmaleh. Et au final, par contre, à partir du collège, la cinquième, j'ai commencé à être moyen. Parce que ça suffit. Tu vois, tu Mmh. rentres dans le cadre, tu as 10, tu as au-dessus de 10, tu arrives à passer chaque année. Ça suffit dans ta vie, tu vois. Et en fait, non, euh, je l'ai vu donc depuis 2016 et je rappuie dessus ces 2 dernières années où je sais qu'en fait, je peux être au-dessus de la moyenne. Mmh Et je mh. peux même être le meilleur de mon domaine. Mmh. Juste, j'ai besoin, cette fois-ci, de ne pas juste sortir le doigt du cul, mais le bras. Mmh. Parce qu'il est possible d'être le meilleur de mon domaine sans renier mes valeurs. L'autre chose qui est importante pour moi, et je ne l'ai pas dit, euh, je veux, à travers mon business qui est actuellement l'immobilier, former les gens, etc., je, je veux donner la capacité à un maximum de monde, et donc je le fais déjà avec ma famille, et je le fais pour moi, donner la possibilité aux gens déjà d'avoir un toit au-dessus de leur tête, Mmh. et pas de se retrouver en galère, parce que, ok, on est en France, il y a l'assistanat, mais au bout d'un moment, l'assistanat va se rouiller, et ça va s'arrêter. Et donc, ma vision, c'est que chaque personne qui a vraiment envie peut se mettre à l'abri, lui, sa famille, ses enfants, s'ils en ont, à travers l'immobilier et à travers l'éducation financière. Et c'est ça ça m'excite, Mmh. d'aider un maximum de monde. Je kiffe ça, tu vois. Et quand je vois, récemment, j'ai un client qui a fait mieux que moi, mais j'ai kiffé, tu vois. Ah ah. J'ai kiffé voir que le gars a fait mieux que moi, tu vois. Premier OP, il a fait mieux que moi. Je dis, putain, t'es bon, mec. Je dis, ah, merci, machin, j'ai fait ça. Je dis, ouais, mais t'as fait mieux que moi, mec. Tu te rends pas compte, t'as fait mieux que moi. Ah. Normalement, tu fais pas mieux que ton. Tu vois, c'est comme si nous, on est dans le même Ensuite, programme. Nous, l'élève nous est deux, passé. voilà, mais non, mais pas avant 6 mois, tu vois. Là, un mec, au bout d'un mois, il fait mieux que toi. Tu te dis, bon, soit j'étais super nul, soit ça va. Ce que je lui dis, c'est pas de la merde. Et il fait, tu vois. Et c'est un honneur pour moi, tu vois, de voir que Mmh. euh, l'immobilier, je vais parler d'éducation financière parce qu'il y a la crypto, il y a la bourse, etc. Mais l'éducation financière, ce que tu n'apprends pas à l'école, et ce que malheureusement, et ce n'est pas négatif, tes parents qui ont suivi un cursus classique et qui ont été moulés par la société et leur famille, bah, automatiquement, comme on le disait tout à l'heure, il faut 5 générations, n'ont pas cette vision-là. Et automatiquement, ne te l'apprennent pas. Je vais te partager un truc qui va te paraître ouf, et c'est arrivé hier. Mon fils, en fait, il voit de la monnaie posée sur la table. Il me dit, papa, est-ce que je peux prendre? Donc, moi, j'aime bien tester mes fils et j'aime bien les aider, mais pas à travers des morales de ouf. J'aime bien de la théorie, tu vois, de la pratique. Tu vois. Je t'explique, mais par contre, je veux que tu implémentes sur le terrain. Et donc, en fait, à travers ce qu'il voit avec moi et sa mère, monsieur prend, tu sais, les pièces de 5 centimes, là. Je ne suis pas fou, je ne vais pas lui donner 500 balles, hein, mais des pièces de 5, des pièces de 5 centimes et des pièces de 2 centimes, 10 centimes, là, il prend ça, 50 centimes et 20 centimes. Il avait plus ou moins 1 euro. D'accord? Et monsieur, en fait, il va à la classe, il a 4 ans. 4 ans, il n'est pas à Montessori, il y sera que l'année prochaine. Il va à l'école classique, etc. Et en fait, avec ses camarades de classe, et il parle déjà. Désolé, hein, je bug, mais parce que encore là, quand je te raconte, ça me surprend. Et c'est là que je vois l'importance de l'éducation. Euh, donc, en classe, il parle avec ses copains, il leur dit, écoutez, moi, j'ai quelque chose pour vous et tout, on peut faire un échange. Vous avez jamais eu ça, etc. Moi, j'en ai, on peut s'arranger, tu vois. Et c'est vraiment les dires qu'il a dit, parce que la maîtresse l'a répété à ma femme, et même les autres petits garçons l'ont répété à leur mère, qui l'ont répété à ma femme. Et donc, quand il sort à la récré, il dit aux petits, écoutez, regardez, moi, aujourd'hui, j'ai ça comme pièce. Il leur montre les pièces à chacun. Donc, tous ses copains, ils sont 4-5 autour de lui. J'ai ça comme pièce. Ce que je vous propose, c'est qu'on échange. Moi, je te donne la pièce là, et toi, tu me donnes tes cartes Pokémon. D'accord? Moi, je te donne la pièce là à toi, et tu me redonnes 1 euro.
toi, je te donne la pièce qui était plus grosse, c'est la 50 centimes, tu me donnes la pièce de 2 euros, elle est plus petite. Et elle n'est pas belle, il y a un trait gris autour, etc., etc. Bon, au final, les petits, ils n'avaient rien sur eux, à part les cartes Pokémon, tu vois, donc il n'est pas revenu avec ce qu'il voulait. Mais là, je me suis dit, waouh, mec, il voit ce que tu fais, il t'entend, parce que des fois, je travaille de la maison, je suis au bureau, ou des fois même, j'ai une urgence avec un client, donc je réponds au téléphone et je sors de la pièce avec les petits, mais ils m'entendent. En fait, il est en train d'implémenter ce qu'on se dit avec sa mère, ce qu'il nous entend et ce qu'il voit, et il le répétera 4 ans à l'école. Mhm. Et c'est puissant, quoi. Mhm. Et la dernière fois, il a fait la même chose avec des cartes Pokémon. Il a pris des vieilles cartes Pokémon. Tu vois, je ne sais pas si tu achètes ça à ton fils, mais c'est les cartes pourries qui se répètent tout le temps dans les packs que tu achètes. Tu vois, c'est toujours les mêmes cartes qui se reviennent à chaque fois. Voilà. Et là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ces cartes et il a été les échanger avec des autres paquets, pas juste une carte, paquet de cartes. Et en fait, il a fait, alors le terme peut être mal compris, il a fait de la manipulation parce qu'il sait que moi, je kiffe l'humain, la gestuelle, analyser le ton, la réponse, etc. Et en fait, il a fait croire à ses camarades que la carte là avait plus de valeur que le paquet entier. Et donc, il est revenu avec le paquet. Tu vois, donc, lui, on peut dire il est mauvais, c'est un arnaqueur, etc. Moi, je vois juste qu'il a un sens inné du business. Tu vois, et que ça va être un putain de commercial et de leader, tu vois. Et j'en suis fier. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est vraiment l'éducation et la particularité de l'éducation financière qui, moi, m'aide parce que je me forme tout seul. Mon père n'a pas pu m'aider, même si mon père avait des business au début de sa vie, n'a pas pu m'aider dans l'éducation financière, m'apprendre comment on va business, comment le gérer, comment comprendre l'humain, comment manipuler positivement l'humain, comment aller dans le sens de l'humain, comment créer un cocon autour de toi. C'est vraiment en me formant, en apprenant. Par contre, mon fils, vu qu'il voit son père faire, et je pense que ton fils, c'est pareil avec toi et ton mari, Ouais, il modélise. bah, il modélise très simplement. Et ce qui Mhm. fait qu'à 4 ans, ils ont une implémentation, une gestion et une manière de voir la vie qui m'impressionne. Mhm. Mhm. Ouais, ça me parle assez bien, effectivement, parce qu'il y a vraiment cette notion de c'est quoi le modèle que tu donnes finalement à tes enfants et qui font. Enfin, et quand tu parles vraiment spécifiquement d'éducation financière, c'est assez commun de voir qu'il n'y en a pas dans la majorité des familles et, pas et peu importe la classe, en fait aussi. Enfin, la classe, je sais pas, jusqu'à la classe moyenne, on va dire, il n'y a pas d'éducation financière. Après, une fois qu'on est au-dessus de la classe moyenne, ça dépend des fois. Ça Euh, dépend, ouais. Ça mais commence. une certitude, par contre, c'est ça. C'est de voir que il n'y a pas cette notion de gestion de l'argent, comme tu parlais d'épargner, d'investir. euh, et tu parlais aussi, à un moment donné, tu parlais de cette notion de consommer. Et un peu Exact. j'ai l'impression que l'éducation financière se résume à cette injonction avec les pubs et tout ce que tu veux aux médias de consomme et ta vie sera meilleure. Mais du coup, c'est du court terme et tu n'as aucune visibilité moyen terme, long terme. Tu vois, genre épargne pour ta retraite, c'est mais what? Mais laisse tomber. Qu'est-ce qu'on va faire pour la retraite? Il n'y aura pas de retraite quand je serai à la retraite. Tu dis, OK, bah alors s'il n'y a pas de retraite à la retraite, bah, qu'est-ce que tu fais? Ah bah je dépense tout maintenant, comme ça, allez, YOLO, hein, comme tu dirais. Malheureusement. Et là, Et tu tu- dis, et- ouais, pas de vision moyen, long terme. Donc, en fait, tu dépenses tout maintenant, c'est cool. Mais du coup, demain, tu parlais de galère et de choses comme ça, tu vois. Demain, il t'arrive un imprévu, tu fais comment? Ah bah tiens, je me suis même exact. pas posé la question, en fait. Il y a tellement, tellement de personnes qui sont en mode, tu parlais de vivre ou de survivre. Et par rapport à l'éducation financière, on voit vraiment, tu sais, il y a même un peu ce truc, je vais dire, donne-moi 10-15 minutes, moi en tant que conseillère en placement et épargne à une époque, et en 5-10 minutes, je savais te dire si la personne, elle avait des notions ou pas d'éducation financière, rien que sur Exactement. qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps avec ton compte, tu vois. Je voyais ce qui se passait et c'était bon. Ouais, ok, Tu c'est voyais bon. que du Zara ou. Et je savais que il fallait pour moi, tu vois, éduquer du coup mon client à l'éducation financière et qui ressortait du coup, tu vois, genre, allez, la majorité du temps, ils étaient abasourdis en disant, mais waouh, en fait, on m'a jamais expliqué les choses comme ça. Expliqué. Bien sûr. Et donc du C'est coup, sûr. c'est intéressant aussi de voir.
Et donc, toi, aujourd'hui, concrètement, tu fais quoi, Rachid, justement, pour, pas par rapport à ton fils qui arnaque ses Je copains à voulais te partager quelque chose. Je voulais te partager une dernière chose par rapport à mon fils, Vas-y, si ça ne te vas-y. dérange pas. Non, non, Deux, vas-y. deux choses. Une fois, il a dit à sa maman, et je suis honnête avec toi, ça m'a ému, j'avais les larmes aux yeux. Il a dit à sa maman, parce qu'on a des amis qui ont une stratégie traditionnelle, et je ne la critique pas, c'est juste un choix de vie. Si Mhm, tu choisis la version traditionnelle, juste assume-la et assume les conséquences quand tu seras vieux ou que tu seras en difficulté. Surtout avec ce mhm, qui s'est passé récemment, la majorité se sont retrouvés au chômage partiel ou perte d'emploi, ou etc., etc., etc. Bref. Et donc, on a des amis, bah, automatiquement, ils ont des baraques à 400, 500 000, ils ont des voitures de ouf. J'ai un ami, tous les 2 ans, il change de Porsche. Ça, les gens, ils changent de basket tous les ans. Lui, il change de Porsche tous les 2 ans. Et ces Porsche, ce n'est pas les versions classiques des youtubeurs qui font les bladés. C'est plutôt la Porsche à 300, 400 000 euros, modifiée à gogo pour circuit, etc. Et mon fils, en fait, une fois, on rentre de chez des amis et il dit à sa maman, quand elle le met au lit, bah, quand maman était le voir pour lui faire un bisou du dodo, il dit à maman, mais maman, pourquoi nous, on n'a pas une grande maison? Et sa mère, elle dit, bah si chérie, regarde, avant, on vivait dans un appartement, on a déménagé dans des... Tu vois, on a déménagé plusieurs fois, et plus on déménage, plus c'est grand. Il dit, ouais, mais regarde, tonton un tel, mon cousin un tel, mon copain un tel, etc. Eux, ils ont des grandes maisons, ils ont plein de chambres, ils ont un grand truc, le jardin il est immense. Moi, actuellement, je suis en location. C'est par mhm, rapport à ma stratégie d'investissement. mhm, mhm. Et, euh, et ma femme, en fait, elle aussi, ça l'a émue, et elle se sentait mal. Et on est venu en discuter le soir même. Tu vois. Elle m'a dit, regarde, en fait, là, aux yeux de notre fils, qui est plus grand, il avait 3 ans et quelques, euh, c'est énorme déjà à 3 ans, tu vois. C'est impressionnant l'innocence des enfants. Et je dis, mais regarde, à ses yeux, on ne peut pas lui offrir ça. Et malheureusement, les enfants, c'est comme ça, parce qu'un enfant, ça peut devenir hyper méchant. Hein. Les enfants se comparent. Moi, j'ai une maison. Moi, j'ai une salle de jeu. Moi, mon papa, il a un bureau à la maison. Mon papa, il a une Porsche. Moi, j'ai une piscine. Tu vois, etc., etc. Mhm. Et moi, ça m'a ému. Et je suis rentré. J'ai failli me faire prendre par ça et dire à ma femme, bah, écoute, tu sais ce qu'on fait là? On On se fait n'achète pas. plaisir. Ouais, c'est ça. On se fait plaisir, on peut le faire. Donc, on va se faire plaisir, on va prendre un truc. Et comme ça, les petits, ils ont la piscine, ils ont tout. Et au moins, ils se sentent bien chez lui, etc. Et après, en fait, le lendemain, on se réveille plutôt avec madame, on en discute. Je dis, non, en fait, en fait, si on fait ça, ma femme n'était pas pour. Hein. Je dis, mais si on va vers cette stratégie, bon, déjà, ça nous freine pour la suite. Mais derrière, en fait, on rentre dans le moule qu'on a évité tant d'années et qu'on s'est créé notre propre chemin. Et derrière, en fait, on apprend à notre fils que avoir la même chose que les autres, c'est bien. Être dans le même moule que les autres, c'est bien. Alors qu'en fait, je pense qu'il est important plutôt de lui expliquer qu'est-ce qui fait que nous, aujourd'hui, on n'a pas encore The maison, on Mhm. n'a pas encore The train de vie, etc., etc. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que quand je l'ai ramené à l'école, je suis arrivé un peu plus tôt pour lui expliquer. Et en fait, je suis passé devant les biens qu'on a. Parce que actuellement, mes biens sont autour de moi. C'est que maintenant que j'investis dans la France, en dehors de la France. En France et même maintenant, même en dehors de l'Europe. Bref. Et donc, je lui dis, regarde, est-ce que tu sais c'est à qui la maison là? Il me fait, bah, c'est à papa et maman. D'accord. Et ça, c'est à qui? Il fait, c'est à papa et maman. Et ça, c'est à qui? Tu vois? Et il voit. Et donc, arrivé devant l'école, je parle avec lui, je dis, t'as vu tout ce que papa et maman, ils ont? Ah oui, on a plein de maisons, papa. Et vous allez acheter encore une maison ou un immeuble? Moi, j'aimerais bien que tu construis un immeuble. Vous n'avez jamais construit d'immeuble. C'est trop bien les travaux. Moi, j'aime bien quand tu as des travaux. J'ai dit d'accord. Je vais voir, qu'est-ce que tu préfères, papa? Tu préfères qu'on ait plein de maisons partout ou tu préfères qu'on ait une maison de fou, tu as une piscine, jacuzzi, tu as de la place à gogo, tu peux faire du quad dans le jardin, etc. Et la réponse initiale, c'est je veux du quad. J'ai mais si je t'achète quand même un quad et que je te laisse le choix entre soit une maison, soit plusieurs maisons, et que tu peux à chaque fois aller dedans pour voyager, pour tourner, pour voir l'évolution. Je dis non, moi je préfère qu'on ait plein de biens. Je sais Mhm. pas, alors tu vois pourquoi papa, il préfère d'abord investir? Parce qu'en fait, là, tous les biens qu'on a, à chaque fois, il y en a un à toi et à tes frères. Donc déjà, là,
toi, tu as 3 piges, tu as déjà une maison. C'est ça. Tu vois, et je ne l'ai pas rentré dans l'ego de va dire à tes copains que toi, tu as 3 ans et tu as une maison. J'ai dit, mais retiens juste que toi, et tu fais partie des gens, et de plus en plus, il y en a, et c'est cool, que toi, ton avenir est déjà sécurisé à un minima alors que tu n'as que 3 ans. Mhm, mhm. Et papa et maman vont vous donner la vie que vous méritez. On va aller vivre au soleil, tu es courant, je t'en ai parlé. Vous allez vivre au soleil. Dans l'année qui vient, vous allez vivre au soleil, en bord de mer. Tu auras ta piscine, tu auras tout ça. Par contre, aujourd'hui, papa et maman, ils préfèrent d'abord investir au maximum pour nous, déjà en tant que parents, en tant qu'adultes, parce qu'on veut vivre. Et on investit aussi pour vous mettre à l'abri. Et donc, à partir du moment où papa et maman ils vont atteindre leur objectif, t'inquiète pas, mon chéri, tu auras la maison que tu veux. Ouais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, il sait qu'on déménage, etc. Charles, comme on dit chez moi. Mais en fait, quand il a ce genre de retour des autres petits, eh ben en fait, surtout avec les cousins, et ça, c'est devant nous, il dit, bah, tu sais, moi, je vais déménager. Moi, je vais aller vivre au soleil. Tu vois. Ici, c'est la pluie. Moi, je vais aller vivre au soleil. Donc, moi, j'aurai tout le temps le soleil, je pourrai tout le temps aller à la plage. Et ça sera trop cool parce que tu pourras venir chez moi aussi. Tu vois, il n'y a pas ce rapport de j'aurai mieux que toi. C'est Ouais, important de. On ne veut pas qu'il y ait ça, tu vois, ce comparatif. Et il est là, il dit bah, papa et maman, ils vont prendre un, deux, trois, une dépendance ou une chambre en plus et tu pourras venir chez moi pendant l'été. Tu pourras venir chez moi pendant les vacances. c'est ça. Tu vois. Mhm, Et mhm. ça, pour nous, c'était important de lui inculquer la valeur de l'investissement et non de la gratification immédiate. Ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, et je te partage ça, c'est vraiment privé. À l'heure d'aujourd'hui, quand par exemple, tu dois le vivre, tu as dû le vivre avec ton enfant. Quand il a 3 4 ans, tu lui dis va mettre tes baskets. Il en a rien à foutre d'aller mettre ses baskets, lui, tu vois. Il veut continuer à jouer, il veut sauter, il veut taper son frère, il veut faire la bagarre avec son. Il n'a rien à foutre de mettre ses baskets, tu vois. Et nous, ce qu'on essaie, c'est OK, tu veux jouer, on comprend, donc c'est la gratification immédiate. Par contre, tu pourras mieux profiter si tu fais déjà ce que tu as à faire. Et donc, qu'est-ce que tu as à faire? Ben, là, ce que j'ai à faire, c'est mettre mes baskets, ma veste, mon bonnet, etc. Ok, ben, mets déjà ça, et tu verras qu'après, tu auras le temps de jouer sans aucun problème. Et donc maintenant, il a assimilé que on fait d'abord ce qui est important pour avancer, et après, on peut jouer. C'est ça. Mhm. Donc, je peux paraître ceux qui sont dans l'enfance, tout ça, il est ouf. mais pour nous, c'était important que dès le plus jeune âge, ils aient des valeurs classiques. Mhm. Et quand tu vois que les mecs qui ont inventé l'iPhone, les tablettes, Microsoft, etc., n'ont pas de télé chez eux, bah, tu comprends direct que si toi, déjà, tu fais pas ça pour tes enfants, c'est pas la société qui va le faire, tu vois. Mhm, mhm. Ouais, non, et ça me parle assez bien aussi, tu vois, en parlant de résilience et de divergence et tout ça, parce que la divergence, c'est justement la capacité, tu vois, à avoir des solutions possibles à un problème donné. Et clairement, le chemin que toi, tu choisis, que tu as choisi depuis le début, tu le dis, ben, j'ai voulu faire mon propre chemin, tracer ma propre route, selon mes propres termes, pour Exact. atteindre mes objectifs à moi, et avec ta définition de ce que c'est rentier, avec ta définition de ce que sécurité veut dire, etc. Et ce que je voulais dire, c'est ouais, cette notion, tu vois, par rapport aux enfants, en fait, euh, et tu disais, voilà, la notion de gratification différée que tu appliques du coup dans l'éducation, bah, moi je fais pareil à un autre niveau. Tu vois, mon fils est un gourmand, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et tu vois, c'est le jeu de, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce test de marshmallow où on a Yes. fait venir des enfants et puis on leur met un marshmallow devant le nez et puis on leur dit bon, on va sortir de la pièce. Le marshmallow, si tu le manges, fine, tu le manges. Mais si tu tires le coup et quand je reviens, t'en auras deux, quoi, un truc du style. Et moi, j'ai fait ça à Pâques dernier avec un lapin de Pâques ou je sais plus trop quoi en chocolat. Mon fils adore le chocolat belge, donc voilà. Et je Cool. lui mets bien devant le nez et je lui dis bah voilà, t'as le choix, tu peux le manger là, maintenant, tout de suite. Tu auras tout le loisir, tu peux le toucher, tu peux l'observer, ça, ok. Tu peux le manger. Par contre, je te dis que bah, si tu. J'avais mis un petit minuteur qui sont pour les enfants, là, avec un singe. Je dis, mais si tu le manges avant que le singe sonne, bah, tu n'auras que celui-là. Si tu ne le manges pas, tu auras autre chose. Et je lui dis même pas
quoi d'autre? Tu auras autre chose. Et là, il réfléchit, tu vois, il me regarde, il fait, ok, bon, ça va. Je mets d'abord, vache un peu, je mets ça 20 minutes. Déjà un adulte, attends, Waouh! 20 minutes devant le truc, Waouh! c'est chaud. Je me dis, Ah allez, 20 ouais! minutes juste pour voir. Moi, je le mange en 20 minutes. Je sors de la pièce, je viens, machin, nana. Mon fils est devant le truc, il dit, maman, je peux toucher, hein. Je dis, ouais, toucher, tu fais ce que tu veux. Donc, il commence à regarder, c'est un lapin et tout. Et puis, je l'entends à haute voix, il dit, ah, il est vraiment beau, et en plus, il sent bon. Et tu vois, vraiment, genre, et je me dis, mais il se fait encore plus de mal, le pauvre. Tu vois, parce qu'il est vraiment, genre, limite en train de baver devant. Et il me dit, ah, mais je me demande bien ce que ça peut être l'autre truc, quoi. Je dis, bah, si là, j'ai un lapin, ça se trouve, c'est une cloche. Tu vois, et tout de suite, tu vois, il commence à se dire, OK, en fait, si ça se trouve, j'aurai la même chose en double. Ah ouais, ou sinon, alors peut-être que ce sera un jouet. Ou alors peut-être que je sais pas. Et moi, je l'entends, tu vois, et il va, et machin, et nana. Et je me dis, mais il va jamais tenir les 20 minutes. Et je fais exprès, tu vois, de sortir de la pièce pour le laisser seul face à lui-même et tout. Et il reste à table. Parce que ça aussi, je me dis, à un moment donné, tu vois, il va aller jouer un peu, histoire de. Non, il reste à table. Et il finit, voilà, les 20 minutes sonnent. Elle me dit, OK, maman, c'est quoi l'autre truc? Et là, effectivement, j'avais une cloche de Pâques en chocolat. Elle dit, ah, je le savais que c'était ça et tout, machin. Tout. Bon, bah, maman, comme j'ai beaucoup de chocolat là, ce que je vais faire, c'est que bah, là, je vais en manger un petit bout, mais je veux que ça dure longtemps. Donc, tu vas me casser les petits trucs Énorme. et tu vas me les garder pour plus tard. Et moi, je dis là, non, mais là, mais moi, à son âge, j'aurais Manger déglingué. la totalité et le soir même, t'as mal au ventre. Et là, tu vois, ça revient à ce que tu disais de cette notion de gratification différée, de cette notion de modélisation. Tu dis, mais en fait, je me dis, ouais, moi, à son âge, je fais pas ça, mais aujourd'hui, par contre, on est tout le temps, mon mari et moi, en train de dire, ouais, plaisir immédiat versus moyen terme ou long terme, il n'y a pas photo. On sait que c'est pas dans le plaisir, dans la gratification immédiate qu'on va vraiment construire un avenir comme Exact. on a envie de l'avoir. Donc, du coup, ça me parle tout à fait, quoi, ce que tu me partageais là. Et du coup, bah, j'aurais envie de te proposer, là, maintenant que ça fait un peu plus d'une heure qu'on est en train d'échanger, pour les personnes qui nous écoutent, avec tout ce que tu nous as partagé, ce que tu nous as, voilà, de ton histoire, de ton parcours, qu'est-ce que tu aurais vraiment envie que les gens retiennent de cette interview? Un message clé, je ne sais pas, un truc où tu dis non, mais ça, c'est vraiment le truc, tu vois, un mentor qu'on a en commun aime bien lors des interviews dire si tout disparaît, tu as juste une feuille blanche, qu'est-ce que tu mets sur la feuille blanche? Euh, En fait, je partagerai que il est possible, en partant du sous-sol, sans ascenseur, finir au sommet, en utilisant uniquement ses propres moyens et l'humain. Hmm. Ah, c'est quand tu dis l'humain, ça me donne des frissons. C'est Tu plutôt. vois? Et moi, j'aime beaucoup dire l'humain parce que les gens ne se rendent pas compte que en étant ouvert aux autres et en échangeant avec eux, et surtout, en les comprenant et en prenant en compte leurs arguments, leur échange, leur point de vue, on avance tous ensemble. Et je l'applique dans mon business pour moi, pour mes clients, je l'applique dans ma vie, je l'applique avec mes proches. Et ma vie, elle est 10 fois mieux qu'il y a 2 ans, 3 ans. Tu vois. 2, 3 ans, j'étais un pauvre con qui était hautain, qui croyait tout savoir, qui se clashait dès qu'on était contre moi, etc. Alors qu'aujourd'hui, bah, j'utilise ma force d'écoute et d'échange avec l'humain, et ce qui me permet à chaque fois, bah, sans ascenseur, aujourd'hui je peux me payer un ascenseur, mais sans ascenseur, de monter un étage à chaque fois, un étage à chaque fois, et de monter de plus en plus haut, et de toujours euh, voir ma famille et mes proches avec moi et à l'abri. C'est pour ça que je parle vraiment qu'en partant du sous-sol, parce qu'il y en a beaucoup qui partent du sous-sol. Ils ne partent même pas du sol, ils partent du sous-sol avec plein de difficultés dans leur vie, dans leur passé, etc. Qu'on peut réussir juste en utilisant son propre savoir et en le développant et en allant en contact de l'humain, tu vois. Mhm, mhm. Et par rapport à ça, si je peux te rajouter quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre, que j'ai compris qu'en 2012, c'est qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Donc, personnellement, quand j'ai fait faillite en 2012, séparé, etc.,
j'ai vu que les gens avec qui j'étais, c'était pas les bonnes personnes humaines, tu vois. Elle était néfaste pour moi. Et donc, j'ai fait une sélection. C'est pour ça que je parle d'humain. C'est vraiment un sens large. C'est pas juste l'humain dans le sens je te caresse dans le sens du poil, je te donne un truc quand tu as besoin. C'est Mm. vraiment la relation humaine, l'échange humain, la compréhension de l'humain, l'entraide, tu vois. Et moi, c'est ce qui m'a aidé. Mm. C'est- À cette notion d'entraide et entre humains, quoi, du coup. Exact. Mm. La compréhension de l'humain et l'échange. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas, Rachid, pour ce partage très humain, du coup. Non, mais vraiment, je pense que voilà, tu nous as. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter. Je pense que les auditeurs ben, auront aussi l'occasion de pouvoir prendre, toi, à travers ton parcours, toutes les pépites et voilà, les enseignements qu'ils auront envie, qu'ils seront prêts à prendre, on va dire ça comme ça. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as consacré, de t'être comme ça livré à l'exercice aussi, voilà, spontanément, naturellement. Donc voilà, merci aussi pour les fous rires. C'est toujours un plaisir en tout cas d'échanger avec toi. Et ben, je te dis à très très bientôt. Ça a été un plaisir partagé, je te remercie.